On ne baisse pas ses standards pour faire plaisir aux attentes des autres. À partir de 25 ans, une femme commence à être périmée. Ça c'est vrai. Je trouve que nos parents avaient tort de penser comme ça. J'ai frôlé l'incident diplomatique pendant une conférence à notre école. J'avais pour enseignant les ministres. Sauf qu'on n'est pas formé pour réfléchir. Ton père a été maudit parce qu'il voulait épouser ta mère. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas gêné de refuser une embauche toute faite dans une grosse multinationale de la place. Je te jure que l'adulte que je suis aujourd'hui, j'aurais giflé la jeune fille là. Tu n'es pas la fille de Dangote, ok? C'est bien de vouloir créer son entreprise, c'est bien de vouloir être indépendante, mais il faut apprendre quelque part. On m'a dit dans une banque un jour que, à ton âge là, tu peux prendre le crédit. Tu fais d'abord comment pour avoir l'entreprise à ton âge. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com. Qu'est-ce que tu réponds à un homme qui te dit qu'à partir de 25 ans, une femme commence à être périmée? Je lui dis qu'il est de l'ancienne école. Comment ça? Parce que c'est à l'époque, il y a 50 ans, que les parents disaient aux filles qu'il fallait se marier avant 25 ans. C'est plus d'actualité pour moi. C'est plus d'actualité, mais est-ce que tu trouves que nos parents avaient tort de penser comme ça? Ah non, parce que le contexte de leur époque était différent. Aujourd'hui, on vit dans un autre contexte. Oui. À l'époque, les femmes n'allaient pas longtemps à l'école. Oui. Pour les codes de la société de l'époque, le travail d'une femme, c'était d'aller en mariage, de faire des enfants, de s'occuper de son mari et de ses enfants. Dans les études, c'était le minimum pour être capable de suivre les enfants à la maison et puis c'était bon, quoi. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont médecins, on a des femmes qui sont ingénieurs, on a des femmes qui font de longues études. Donc, je ne dis pas que faire des longues études t'empêche d'être mariée, mais dis d'une femme qui a beaucoup de challenges dans l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui, qu'après 25 ans, elle commence à être périmée. La preuve, c'est un adulte, un papa d'un certain âge qui me l'avait dit à l'époque. Et comment tu l'avais vécu, ça? Ah, j'avais rigolé, hein. Ouais. J'avais rigolé. Je lui disais, mais papa, c'est... Enfin, j'étais choquée. J'étais choquée parce qu'il disait. Et puis, pour moi, c'était un commentaire de papa qui veut te pousser à rapidement lui présenter quelqu'un. Ouais. C'est un très bon ami de mon père. Et on était à un déjeuner ensemble. Et il me dit, mais ma fille, tu fais bien à l'école? Je dis, oui, papa. Il dit, le fiancé, là, c'est pour quand? Je dis, papa, j'ai pas encore fini mon master. Il dit, oui, mais tu sais que dans 2 ans, tu auras 25 ans. À 25 ans, une femme commence à être périmée. Je lui dis, mais j'ai ri, mais comme pas possible. Ouais. Et je riais en regardant mon papa. Ouais. Il n'a rien dit. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Ouais. Mais est-ce que tu penses que à partir de 25 ans, sur le marché de l'amour, les femmes commencent à perdre un peu des points? Alors, je le pensais à une époque. Ah oui. Je l'ai pensé parce que je pense que c'est l'une des raisons inconscientes qui pousse les jeunes filles, moi la première, à commencer à revoir leurs standards. Peut-être à la baisse, surtout à la baisse, je dirais. Parce que dans notre société, la société dans laquelle j'ai grandi, la société camerounaise en l'occurrence, je peux le dire. Oui, vas-y. Je suis née et grandie au Cameroun et formée dans les familles typiques camerounaises, très attachées aux valeurs, aux traditions, voilà. À partir de 25 ans, la majorité des femmes sont dans un mariage ou sont en voie de se marier. Enfin, on vous forme pour ça, en fait. Les parents s'assurent d'une manière ou d'une autre que dès que tu as dépassé l'université, tu as au moins ta licence, tu es en train de faire... Donc, on commence à te mettre dans un cadre où tu vas finir par te marier. D'accord? Ouais. Il y a des familles qui vont au point de faire des présentations, qui font des matchings entre les enfants, qui font des mariages. C'est pas un mariage arrangé, non, c'est préparé. Donc, on vous met dans des conditions de vous rencontrer, de discuter. D'un côté, on t'encourage, de l'autre, on encourage le jeune garçon pour lui dire, voilà, tu vois la fille de telle, est-ce qu'elle te dit pas, Et on fait un casting comme ça. Et ce n'est plus à l'école à l'époque, on t'oblige, on dit que bon, je suis allé chercher la femme pour toi, tu vas épouser telle. Ou la fille, on disait, je suis allée chez ton mari, c'est beaucoup plus subtil. Et tu es d'accord avec cette manière de procéder ou pas? À l'époque, non.
Mais aujourd'hui, je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes. Comme quoi Je pense que ça va résoudre beaucoup de problèmes. Donc, je pense que ça peut résoudre beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que... non, mais il faut se dire les vérités. Hein. On est dans une société qui va... Enfin, je ne vais pas dire... Je me mets pas en juge. Je dis, mais ça va de... Les situations se dégradent, en fait. Je dis, la moralité se dégrade. La moralité se dégrade. Et je me dis, les parents, au moins, ils ont l'expérience. Au moins, ils font un travail de recherche que nous, les jeunes, on fait plus. On fait de moins en moins. Oui. Et je me suis rendu compte que, ça c'est mon analyse et ça n'engage que moi, je peux me tromper, je peux heurter certains, je m'excuse déjà en passant. Mais quand c'est des parents qui s'engagent dans cette démarche-là, au moins il y a une... Comment on dit ça? Children don't cross certain boundaries. Enfin, je veux dire que les enfants comment ça se dit? Il y a des limites je ne vais pas dire à la bêtise, mais il y a des choses que, avant de faire, on réfléchit à ce que ses parents vont dire, en fait. Pour qu'un jeune homme ou une jeune dame se permette un certain nombre de choses dans un contexte d'union préparé, pas arrangé, je choisis mes mots, préparé par les familles, je te retiens. Je me dis, hein. Donc, mais toi, aujourd'hui, tu ferais ça pour tes enfants? Le mariage arrangé. Ah oui. Oui. Ok, d'accord. Ouais, c'est ça. Pas arrangé, mais j'ai bien dit préparé. Préparé. autre fait marquant. Oui. Je le dis aujourd'hui, peut-être dans 10 ans. Ça va mais oui, mais parce qu'il y a 10 ans, je pensais pas comme ça. J'ai vu la vie, elle m'a appris des choses, j'ai vu aujourd'hui, là, alors on parle en 2026, je dis oui, je ferai ça pour mes enfants. Ok, d'accord. Fait marquant, lorsque j'ai lu ton livre, tu évoques un sujet. Je rappelle que Erika Foto est auteur de ce magnifique bijou, trop forte pour être brisée, formée à ne jamais faillir. C'est une pépite. Pareil aux éditions Argent Livre, dans la couverture en deal. Bref, incroyable. On vous met tout dans le premier commentaire dans la description de cette vidéo. Il y a un fait marquant en le lisant. Mais avant d'aller plus loin, permets-moi d'introduire ce podcast. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Aujourd'hui, on reçoit Erika Foto, auteur, mais elle n'est pas que auteur. Tu es né à Bafoussam, tu as fréquenté à Saint-Kizito. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que j'ai fréquenté à l'école de Saint-Kizito, à Bafoussam. Non! À Tamja, ouais. Non! Je me dis, mais pourquoi il a pointé ce... Enfin, c'est le premier élément. Ouais. Ah, dis donc. Là-bas. Tu vois tu vois la vie, là. Tu vois la vie, là. Dit, oh, ça, c'était pas mon école, ça. Tu vois la vie, là. J'ai fréquenté là-bas. Donc, on habitait à cette époque-là, Carrefour le Maire. Oui. Ouais, on habitait quelque part. Ça a été ma ville jusqu'à ce que je termine le primaire. Ah ouais. Je termine le primaire à Bafoussam. Mon papa particulièrement est affecté à Yaoundé. C'est là mais Bafoussam, c'est chez moi, quoi. Nous, on vivait en Angeleng 3. Non, voilà, je ne connais plus trop. J'étais trop petit. J'étais trop petit. J'ai de très beaux souvenirs de cette école. Hein. Ah ouais. Wow. J'espère qu'à ton époque, les enseignants étaient toujours aussi excellents. Oui, à mon époque, les enseignants étaient très, très bons. Très, très, très bons. C'était l'une des meilleures écoles primaires de la ville. Ok, bon, moi, j'étais trop petit, donc je ne sais pas. Mais les enseignants étaient très, très bien. Et donc, tu es issu d'une fratrie de 6 enfants. Oui. Et justement, tu as fait ton école primaire à Saint-Kizito à Tamja. Tu as fait le lycée bilingue de Yaoundé. Et aussi, tu as fréquenté l'université de Buea. Ensuite, tu es venu à l'IRIC. Tu as fait 2 ans parce que tu nourrissais le rêve de devenir ambassadeur, ambassadrice, diplomate et tout ce qui va avec. Aussi, le rêve de devenir écrivain qui aujourd'hui s'est réalisé. Voilà. Et bien sûr, tu n'as peut-être pas été ambassadrice ou diplomate, mais tu as représenté quand même le Cameroun dans plusieurs salons internationaux grâce aux différentes entreprises que tu as lancées, sachant que tu as lancé ta première entreprise à l'âge de 23 ans et la seconde à l'âge de 25 ans. Ah ouais, par quoi c'est particulier quand même. Mais, coup de tonnerre, après le décès de ton père, tu as perdu tous tes contrats. Ouais. Ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a d'autres événements assez épicés que vous découvrez dans le livre. Tu es maman de 2 enfants.
de merveilleuses princesses. Tu viens en France et tout. Tu as beaucoup d'activités dont on parlera de long en large. Ça va toujours été simple pour toi. Sachant que, à la base, tes parents portaient, entre guillemets, une malédiction. On va revenir là-dessus plus tard. Donc, moi, j'ai essayé de te présenter de manière sommaire. Mais si aujourd'hui, imaginons que tu désactives le mode humilité, tu désactives le mode modestie, Malène, ne me fais pas tu dois te présenter. Malène, ne me fais pas. Tu dirais quoi? Malène, ne me fais pas ça. Je te dis que, ouais, déjà être camerounaise, c'est un bagage très important. Oui, on est d'accord. Vraiment, l'humilité, là, c'est même dans les gestes. Ça se voit qu'on n'est pas humble. Voilà. Déjà, dans le peu même qui te reste, enlevons. Alors, si je dois me présenter sans humilité, c'est une lourde tâche. Hein. Parce que vraiment, aujourd'hui, c'est quelque chose que je chéris, l'humilité. Je chéris l'humilité. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça me permet de garder les pieds sur terre. Tu vois, aujourd'hui, des personnes comme toi, comme d'autres jeunes personnes, me rappellent que j'ai accompli des choses. Parce que pendant des années, pour moi, j'avais rien fait, en fait. Enfin, pour moi, c'est l'échec qui est resté plus que ce que j'avais accompli. Donc aujourd'hui, pour moi, me rappeler de ce que je fais, c'est normal, ça me permet de garder les pieds sur terre. Bon, après, si tu veux, enfin, tu as tout déroulé. Tu as tout déroulé. Je suis diplômée de lyrique. C'est l'Institut des Relations Internationales, l'une des plus grandes écoles du Cameroun. Ensuite, je me suis lancée comme entrepreneur. Déjà, la première entreprise que je l'ai faite, j'étais encore étudiante. Mais après, mon père m'a dit, ma chérie, je te vois à l'effort. Maman, calme-toi, s'il te plaît. Finis d'abord le diplôme, là, tu me donnes et puis tu... Oui. Effectivement, je rêvais d'être... tout celle des Cameroonian brand, pour vendre la marque Cameroun à l'étranger. C'était ça mon... On me disait, pourquoi tu as la mais je dis, parce que je veux que le monde sache ce que le Cameroun a à offrir. Ah oui. Ouais. Mes profs, pour ceux qui se souviendront de moi, qui, à la vue de ma tête, qui se rappelleront, ils vous le diront. C'est que c'était la fille, dès qu'on parlait des sujets qui touchent au Cameroun, à l'image du Cameroun, j'étais... virulente. Tout feu, tout flamme. Ah ouais. D'accord. Petite anecdote, je me suis prise... j'ai risqué, j'ai frôlé l'incident diplomatique pendant une conférence à notre école. Comment ça? Parce que j'avais posé une question un peu outrageuse à un ambassadeur qu'on recevait. Mais c'était quoi la question là? Tu veux que je nous dise là? Donc, à l'époque, son excellence, je vais taire son nom, c'était un ambassadeur d'un pays très, très connu. Enfin, il était venu nous parler de l'importance de ratifier les accords Union européenne. Ratifier, ça veut dire quoi? Ratifier... Tu signes des accords à l'international, normalement, quand... pour des partenariats bilatéraux, multilatéraux, il y a la phase de signature, il y a la phase de ratification. Ça consiste à quoi? Donc, la phase de signature, dont tu marques ton accord pour les nouvelles lois qui vont régir vos rapports entre organismes ou entre pays. Maintenant, il faut que tu entérines, tu entérines cet accord. C'est ça qu'on appelle la ratification. Ratifier pour dire que oui, je suis d'accord pour que ça rentre, en exécution. D'accord, ok. Tu vois, tu peux signer un accord. Et tant qu'il n'est pas ratifié, il n'est pas exécutable. Ok, d'accord. D'accord. Et le Cameroun, à ce moment-là, avait signé des accords, avait marqué son accord pour les partenariats dits Union européenne, ACP. D'accord. Les fameuses ACP. Oui, voilà. Ouais. Araïbe, ACP, le sigle voulait dire que ça fait des années, ça fait 10 ans que je suis partie là. On va regarder sur Internet. Voilà. Ouais. ACP, Union, machin. Bref. En fait, c'était ça. Il s'agissait de ces accords-là, pardon. Et puis le monsieur nous raconte, il nous explique, nous jeunes étudiants, dans un contexte camerounais où le Cameroun est en plein essor. On vient de signer les accords sino-camerounais, la Chine arrive. Il y a d'autres partenaires qui sont rentrés. Et nous avons un peu le vent en poupe, quoi. Des autres, nouveau la Russie, la Chine. Pourquoi c'est important pour nous de signer ces accords? Et il faut dire qu'à l'époque, notre président, le président Biya, il encourageait davantage l'intégration sous-régionale, donc de faire davantage de commerce entre les pays de la CEMAC. Et le Cameroun était un peu comme un pilier dans cette sous-région. Voilà, non seulement dans cette sous-région, mais dans ce courant
de promouvoir le commerce sous-régional, de promouvoir l'intégration sous-régionale. Vraiment, les pays de la zone CEMAC doivent davantage dealer entre eux, les personnes doivent pouvoir se déplacer, voilà. Donc, je demande, Excellence, avec tout le respect que je vous dois, pourquoi est-ce que vous tenez tant à ce que le Cameroun ratifie les accords qui vont ouvrir son marché à des centaines de pays, alors que dans sa sous-région, il est le seul à avoir 2-3 produits exportables sur votre marché. Donc, en français facile, on est en CEMAC. Pour ceux qui connaissent les pays de la CEMAC, le Cameroun est pratiquement le seul pays à avoir une variété de cultures. Oui. On dit le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature parce qu'il y a tous les climats et machin. Donc, c'est le seul pays qui peut se permettre d'envoyer plus d'un produit à l'international. Le Tchad, par exemple, c'est un pays sahélien, donc qui ne produit pas grand-chose. Voilà. Le Gabon. Non, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. La Guinée équatoriale. La RCA, c'est une province du Cameroun. C'est parce qu'on attend pour acheter ça. Donc, en gros, en signant ces accords-là, le Cameroun autorise que sur son marché viennent des produits à 80% exempts de frais de douane qui vont, en guillemets, éteindre le peu de marge commerciale, le peu de marché que ces autres pays-là pouvaient avoir en envoyant leurs produits au Cameroun. Parce que les prix seront beaucoup plus... les prix seront beaucoup plus compétitifs puisqu'ils sont exempts de frais de douane. Et le Cameroun, lui, en retour, il peut exporter sa banane, son poivre, quoi d'autre? Cacao. Même ça, la banane, le poivre. Et même ça, c'est encore avec les normes dictées par... Oui, c'est pas lui qui fixe le prix. Tu vois, qui fixe le prix, qui fixe les normes. Parce que tout n'est pas qu'une question de prix. Il y a aussi les normes. Les normes, oui. Exactement. Si tu me dis, je viens vendre chez toi, mais c'est toi qui me dis comment est-ce que ma marchandise doit être, c'est compliqué. Voilà. Donc... jeune et insouciante étudiante que j'étais, très machin, je me lève, je pose la question mais vous nous dites que voilà ce qu'on va gagner. Vous gagnez quoi? Je le dis pas comme ça, hein, c'était beaucoup plus diplomatique à l'époque. Vous gagnez quoi? Il me dit mais non, vous avez la possibilité d'exporter aussi. Ce sera, c'est le fameux principe de réciprocité. Ok? Je dis ok, d'accord. Il me répond. Je m'assieds, je relève encore, je demande la parole, je dis, mais oui, vous avez X, Y, Z que vous vendez sur nos marchés. Nous, on n'a que... j'ai eu la peine à citer 3 produits. D'accord? Et on est dans une sous-région, et on est le leader de la sous-région, et on est en train de promouvoir X, Y politique pour développer la sous-région. Comment pensez-vous que dans ce contexte, ces accords-là nous seront bénéfiques? La salle s'est mise à... Les étudiants, on était dans un amphi. Et les étudiants, ça a commencé à... Tu sais comment ça se passe dans les amphis, quand on sent que c'est quelque chose qui va être chaud là et tout. Et mon directeur chargé des études à l'époque, je vais taire son nom parce que si je donne, ça risque... j'ai pas la permission de le nommer. Et il a repris la parole tout de suite, parce que le monsieur s'apprêtait à me répondre en disant que vraiment, il admire la véhémence de l'étudiante, mais il se rend compte qu'elle est un peu... fait la politique. Voilà. Mon DAE a rapidement repris, DAE directeur adjoint chargé des études, a directement repris la parole. Mais vraiment, vous savez, nos étudiants sont très fougueux, machin. Donc, on a noyé le poisson. C'est à la sortie de cette conférence qu'on me dit, mais Daniel, mais tu es sérieuse? Ce que tu as fait là? Qui c'est qui t'a dit ça? Les aînés. Parce que j'étais en première année. C'était ma première année à l'IRIC. Les aînés qui étaient en deuxième année, ceux qui étaient dans... Parce qu'à l'IRIC aussi, il faut savoir qu'il y avait la possibilité de servir dans plusieurs départements. Le protocole, en l'occurrence, qui est un département qui te mettait en contact avec toutes les personnalités qu'on recevait à l'école. J'avais pour enseignant les ministres. Ministre Bonjour, ministre Pondi. J'avais vraiment des directeurs, des hauts gradés de l'administration camerounaise. C'était eux nos enseignants. Tu vois? Donc, j'ai des aînés qui discutaient très souvent. Quand tu passes en deuxième année, tu as la possibilité tu deviens, entre guillemets, un personnel diplomatique rattaché. Donc, tu peux aller au MINREX, tu peux faire les choses. Donc, tu peux discuter avec certains types de personnes. Donc, quand je sors, on me cueille à chaud, là. On me dit, mais Daniel, tu sais ce que tu viens de créer? Tu as failli créer un incident diplomatique, là. En fait, je m'en rendais même pas compte. Mais comment c'est un incident diplomatique alors que tu fais que poser une question? Oui, mais parce que tu étais en train de mettre en difficulté une autorité internationale qu'on reçoit dans votre école. Donc, il y a les questions qu'on ne pose pas et tu insistes en plus. Tu insistes. Mais on te répond, mais tu insistes.
Enfin, tu aurais dû comprendre qu'il t'a répondu comme il pouvait te répondre, mais mais moi, je dis, mais c'était un cas de discussion académique. Bien donc, sûr. pour moi, c'était le lieu de poser ces questions-là et de vraiment se dire la chose, d'avoir sa réalité à lui, pas que ce qu'on nous dit dans les journaux. A contrario, j'avais toute une autre partie de la salle, mes camarades, les enseignants, qui sont venus me dire, mais bravo, jeune fille, bravo. Je dis, mais certains sont venus me saluer, genre, pas là, quoi, genre, en douce, que, mais tu as de la pointe, tu as de l'audace. C'est comme ça que ça s'est dit. Mais je te dis que c'est après que j'ai réalisé, en fait, ce que ça avait créé comme, à l'école, après, c'était avec ça qu'on me pointait du doigt en me disant, c'est la fille qui a failli créer. Ah oui, c'est eu la star, mais c'est la fille, qui a failli créer l'incident. Wow. Je te dis, mais et après... comment tu le vis après? Non, mais j'ai eu peur, en fait. Parce qu'après, on me dit ce que ça implique, que ça aurait pu mettre le Cameroun dans des... Position compliquée. Exactement. Vis-à-vis de leurs créanciers, parce que... Après, je me dis, mais si on a l'école, on se dit qu'on doit défendre les intérêts du Cameroun, est-ce que c'est pas l'endroit de pouvoir demander aux personnes avec qui on est amené à travailler demain, comment est-ce qu'ils nous je sais pas, c'est pas l'endroit de poser des questions comme il se doit ou bien... Sauf qu'on n'est pas formé pour réfléchir. Tu vois, donc je te jure, après j'ai eu peur, tu vois, parce que je me suis dit, on m'a dit incident diplomatique, je sais ce que ça implique, dans la formation qu'on reçoit, on nous dit ce que c'est qu'un incident diplomatique. Donc. Mais au fond, je te promets qu'il y a une certaine fierté. Je l'ai raconté à mon papa. Ah ouais, mais pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi un incident diplomatique? C'est quoi ça? Alors, c'est vrai que tu me ramènes à mais en français facile, oui, voilà. C'est créer une situation de conflit, entre guillemets. Conflit, peut-être le mot est un peu gros, mais une situation de malaise. Je préfère le mot malaise entre deux pays. Deux pays, oui, ok. À travers leurs représentants diplomatiques. D'accord, parce que quand l'ambassadeur, je dis n'importe quoi, ou bien un personnel de l'ambassade d'un pays X est dans un pays Y, cette ambassade ou cette personne-là est le représentant de ce pays full. C'est-à-dire que si tu t'attaques à lui, tu t'attaques à ce pays. Tu vois? Donc, si dans l'exercice de ses fonctions pour la représentation de son pays, dans ton pays à toi, si tu commets un impair, c'est au pays que tu t'attaques. C'est pas à la personne que tu t'attaques, c'est au pays. Vice-versa. Donc, incident diplomatique dans ce cas-là, c'est de dire que voilà, tu as offensé. Dans les codes de la diplomatie, la subtilité, la finesse doit être vraiment... Ce sont les maîtres mots de la communication. Tu dois être fin, tu dois être malléable, tu dois être subtil. Donc, si on arrive à l'incident, ça veut dire que tu as eu des termes jugés... inappropriés. Exactement. Ah oui, énorme. C'est ça. Sans transition... Mais tu me remets dans les cours. Mais c'était un peu... Comment? Sans transition, je parlais de la malédiction. Oui. Donc, tes parents ont été, à la base... maudit. Ton père a été maudit. Tu vas me dire si j'ai dit une bêtise. Hein. Ton père a été maudit parce qu'il voulait épouser ta mère. Bon, maudit peut-être, oui, parce que si on va sur le principe de maudit qui veut dire mal dire, sa famille lui a dit que parce qu'il épousait une dame, une jeune fille qui n'avait pas de background, c'est-à-dire qu'elle venait d'une famille, elle n'avait pas grand-chose, orpheline de ses deux parents. Pas particulièrement bardée de diplôme. Oui. Elle n'allait jamais pouvoir lui faire d'enfant. Ouais. Et donc, est-ce que tu penses aujourd'hui qu'un parent a la capacité de maudire son enfant et ça se met en exécution? Je pense, sincèrement, ce que je dis aujourd'hui, je le dis de mes croyances personnelles, ça n'engage vraiment que moi. Je pense que si un parent peut maudire, peut mal dire, le mot maudire pour moi c'est un peu, ça choque un peu, mais je pense qu'un parent peut dire des paroles de malédiction, peut maudire si tu veux son enfant, si c'est fondé sur quelque chose de concret. Je m'explique. Ça veut dire que si tu as commis une bêtise pour laquelle tu as offensé ton parent, mais vraiment offensé, dans une offense vraiment, peut-être un enfant qui lève la main sur son père ou sur sa mère, je sais pas moi, quelque chose de vraiment, voilà quoi. Il peut dire des paroles sur ta vie qui s'accompliront d'une façon ou d'une autre. Ça, je le crois. Bon, maintenant, maudire un enfant parce que tu veux qu'il suive absolument ta volonté à toi et que tu ne veux pas l'écouter ou bien parce que tu ne veux pas le suivre
forcément dans quelque chose qu'il trouve être bien pour lui, je pense que c'est assez limite quand même. D'accord. Ok. Et est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tes parents se sont rencontrés du coup? Oh là là, c'était une belle rencontre. En tout cas, moi, je trouve, dans l'histoire qui nous a été contée par ma mère et aussi par son mari, c'était quelque chose d'assez particulier. Il la connaissait déjà. Elle était chanteuse à la chorale, elle était choriste. C'était dans le cadre de l'église. Sœur en Christ. Non, on va arriver. Laisse mon frère. Ça n'a rien à voir avec le sœur en Christ. Il était président de la chorale, elle était choriste. Ouais. Enfin, il la voyait à la chorale, mais il ne savait pas vraiment qui c'était. Et un jour, je peux donner le nom du quartier? Oui, bien sûr. Voilà, un quartier qu'on appelle Bepanda, à Douala. Bepanda, Yon, au Cameroun, à Douala. C'est ça. Et il passait par là, sur le côté de la route. Elle était là avec toutes ses affaires. On venait de la mettre dehors de la maison où elle vivait. Elle avait eu un accrochage avec la famille qui l'hébergeait. Comme je dis, elle avait plus de parents. Donc, elle était à Douala chez les membres de la famille. Et elle a eu, ils ont eu un accrochage et on lui a demandé de prendre la porte, d'accord, d'aller de repartir d'où elle venait. En fait, pour dire la chose, comme on nous l'a raconté, elle est allée donner un coup de main à sa sœur aînée qui venait d'accoucher et elle n'est pas rentrée. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour prévenir qu'elle ne rentrait pas. Il se faisait sa sœur avait beaucoup de choses à faire. Elle venait d'avoir un bébé, elle n'avait personne pour l'aider. Elle est restée dormir avec elle, machin. Et quand elle revient chez elle le matin, on lui dit que vraiment, tu n'as pas demandé la permission. Ça ne se fait pas. Tu vis sur mon toit, tu vis selon mes règles. Donc, je vois que c'est mieux que tu ailles plutôt rester chez ta sœur, vu que tu as eu une facilité à... Voilà. Donc, elle est au bord de la route, avec ses bagages. Et monsieur mon père passe par là. Oui. OK. Et il la voit, il la reconnaît. Il reconnaît que c'est la jeune fille de la chorale, là. Oui. Et il la connaît de nom. Enfin, tu sais que à l'époque, les présidents de chorale, c'était vraiment des personnes très puissantes. Ils connaissaient tout le monde, là. Oui. Il dit, mais Gassam, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, président, on dit au pays, je suis en train d'aller chez ma soeur, machin, voilà. Il lui dit, comment, là où tu es là, tu vas pas avoir le taxi. Donc, laisse-moi te raccourcir le chemin, je te laisse à tel endroit. Et très gentiment, c'est son président, non? Président. Il la récupère, il aide, il la ramène à un autre endroit où c'était plus facile d'emprunter un taxi. Les gens qui sont au Cameroun savent de quoi je parle. On commande pas le Uber ou le Bolt. Non, maintenant, il y a Yango. Quand même. Oui. Je voulais dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Yango. Donc, il fallait se mettre en route et prendre un taxi. Il la dépose et il lui donne de l'argent en plus. Pour lui dire, vas-y, prends, comme tu as des bagages là, prends une course au lieu de rester sous le soleil là, attendre que le taxi. Mais elle dit qu'elle était complètement choquée, quoi. Et c'était le président de sa chorale, donc elle a pris avec beaucoup de gratitude et elle a dit merci encore. C'était le président aussi. Il a eu une petite sœur qui était en difficulté. Oui, on dit la même chose. Voilà, tu vois, il a aidé. Et quand il finit de l'aider, quand elle arrive, il se rassure. Quelques jours après, il passe par. Il connaissait sa sœur. Il connaissait sa grande sœur en question. Il connaissait sa sœur, pourquoi? Parce que le grand frère, l'un des aînés de ma maman, était son ami. Il se rappelle que, oui, c'est la petite sœur de Ngassam. Ngassam, c'est le nom de leur père. Oui, j'ai vu ta sœur et tout, je l'ai ramenée à machin. Voilà comment est-ce que l'histoire commence. Donc, il repart chez là-bas. Il dit qu'il a sa sœur aussi qui habite pas loin. Il venait aussi dire bonjour, il venait voir si elle est bien installée, si tout va bien. C'est comme ça que c'est parti. Quelques mois après, il a commencé à dire que vraiment... Ta beauté me botte. Je sens que... Ce que j'avais vu le jour là, quand tu étais à la chorale, j'ai pas bien vu, il y avait beaucoup de femmes. Donc, quand tu as vu 2 places là, ça a changé. Quelque chose s'est passé. Ouais. Et donc, après la suite de l'histoire, on la connaît. Quelle est la leçon que tu tires de ça, du coup? De quoi? De cette rencontre? Enfin, de l'histoire de la rencontre de ton père et de ta mère. Alors, honnêtement, il y a beaucoup de leçons. Mais il y a 2 que je voudrais mettre en exergue. Je t'en parlais en riolant tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission. Tout concourt au bonheur de ceux qui aiment Dieu. Pour moi, je pense que tout concourt au bonheur de ceux qui aiment Dieu. À un moment donné, quelque chose de catastrophique peut t'arriver et sur le coup, tu as vraiment l'impression que c'est le ciel qui te tombe sur la tête. Alors que c'est peut-être l'élément qu'il fallait pour te positionner là où il faut pour recevoir la bénédiction qui t'est réservée. Ça, c'est la première leçon. Elle ne serait jamais sortie de cette maison. Je pense peut-être qu'elle n'aurait jamais croisé dans ce contexte-là. Ils auraient continué de se voir dans un contexte très formel à la chorale.
peut-être la chimie, je sais pas moi, le déclic, je sais pas ce qui s'est passé. Elle a rincé l'œil, là. Tu vois? Comme il pleuvait. Voilà, tu vois. Donc, voilà, tout concourt venant de ceux qui aiment Dieu. Ouais. On l'a mise hors de la maison pour lui, je sais pas, pour la punir, pour lui faire mal. Et c'est en se mettant hors de la maison qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Ou bien que l'homme de sa vie l'a trouvé. L'a trouvé, oui, ça, dans les deux sens. Ça marche. Voilà. Et l'autre leçon, c'est que, je parle en tant que femme, l'homme qui te veut, ben, il est prêt à décrocher la lune, quoi. Enfin, il va faire ce qu'il faut. L'homme qui te veut fait ce qu'il faut. Yes, l'homme qui te veut fait ce qu'il faut. C'est ça. Je pose cette question parce que justement, dans la suite, on va tomber sur les notions de parentalité. Et, parce que c'est une notion que tu évoques dans ton livre, Trop fort pour être brisé, vous allez comprendre pourquoi. À l'avant-propos, tu dis que le fait de devenir parent a ceci d'avantage en ce sens où ça nous permet de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Comment? Qu'est-ce qui explique ça? Pour moi, je sais mon expérience que je partage, je le redis encore, parce que j'insiste là-dessus parce que je tiens vraiment à ce que les gens comprennent que c'est vraiment mon expérience et mon vécu, sans filtre. D'accord? Donc, être parent, je sais pas comment expliquer ça avec des mots, mais tu as l'impression qu'il y a une force supérieure à ton bien-être. Il y a quelque chose qui prend possession de toi quand tu te rends compte que quand tu deviens parent. Ah oui. Il y a un besoin de protéger l'être qui dépend désormais de toi, tu vois. Ouais. Pour quelqu'un qui a déjà à la base cette faculté, ou du moins cette capacité d'être soucieux du bien-être des autres, d'être toujours, comment dire ça, d'être toujours attentionné, attentif à ce que les autres se portent bien. Quand tu deviens parent, ça se multiplie en... Je sais pas combien, mais ça se multiplie, quoi. Et et la parentalité rend meilleure parce que tu te découvres des super pouvoirs. C'est quoi le super pouvoir que tu as découvert en toi en devenant parent? Oh là là. Un autre type de force. Je pense que j'étais forte. Je pensais que j'étais forte. Mais il y a beaucoup de choses qui m'ont brisée, en l'occurrence, d'où le titre. Oui. Mais la parentalité m'a redonné des super pouvoirs, quoi. Et tu dirais quoi, une femme qui appréhende le fait de devenir parent? Attends, je te dis quelque chose. Je suis en France aujourd'hui parce que je suis parent. Ah oui. Pas parce que... C'est pas... Est-ce que je vais m'expliquer. C'est mon statut. Enfin, je sais pas si c'est un statut. Comment ça se dit? Donc, statut. D'être parent. Oui, Voilà. le statut de parent. Oui. Voilà. C'est mon statut de parent qui m'a fait casser toutes les barrières que je m'étais mise. C'est moi qui m'étais mise. Je m'étais mise dans une box là où je me disais que la jeune fille qui était fan du Cameroun, là, qu'on ne pouvait réussir. Moi, là, comme ça, là. Moi, c'était le Cameroun, et le Cameroun est encore le Cameroun. Wow. Jusqu'aujourd'hui, ça reste pour moi mon pays, le pays que j'adore. Pays de cœur. Voilà. Mais je me refusais à regarder cette réalité en face. En fait, avec des yeux objectifs, en fait. Comme quoi? Comme quelle réalité? Comme le fait que la réussite au Cameroun n'est pas toujours basée sur des notions... de compétences, de compétences, d'équité, de justice. Tu es obligé de nous raconter là, du coup. Non, tu vas pas me demander ça. Tu es Camerounais, je suis Camerounais. Non, raconte, tu as forcément vécu une histoire compliquée. Non, oui. Voilà. Beaucoup d'histoires compliquées. Attends, il faut pas qu'on saute. On revient. Je me tends ça au frais. Ouais. Il faut que je termine de développer. Pourquoi je dis que c'est grâce à mon statut de parent que je suis en France aujourd'hui. Parce que c'est parce que j'ai rêvé un meilleur pour mes enfants. Je rêve d'un meilleur pour mes enfants, que j'ai eu le courage de dire je change complètement de paradigme. La vie que je m'étais imaginée, la vie que j'avais projetée quand j'avais 20, 25 ans, à laquelle je m'accrochais, quand je suis devenue maman, une fois, 2 fois, que j'ai vu mes enfants, j'ai vu que je n'étais pas en mesure, en restant au Cameroun, de leur apporter ce que tout parent devrait pouvoir apporter à ses enfants. Je dis de vrai. Non, mais j'ai dit non. Je vais me jeter à l'eau, je vais me jeter dans le vide, je vais faire ce qu'il faut. Ouais. Je vais toquer, je vais cogner les portes qu'il faut, je vais demander de l'aide, je vais
Enfin, je me suis ouverte, en fait. J'ai lâché prise. Le lâcher prise que j'arrivais pas à faire depuis. Pour tes enfants. Oui, pour mes enfants. Okay. Et jusqu'aujourd'hui, je le dis avec beaucoup de fierté, c'est grâce à ces enfants-là, enfin, grâce à ce que je veux qu'elles aient comme témoignage de moi demain, que même quand c'est difficile, je ne baisse pas la tête. Ça trouve encore plus de sens. Non, je ne baisse pas la tête. Je dis, j'encaisse le coup, mais je reste debout. Je reste debout. Oui, c'est vrai, j'encaisse. Je te le dirai en coulisses, pas plus tard que hier, j'ai reçu une nouvelle qui m'a secouée, mais je me suis demandé si je ne devais peut-être pas. Mais je dis non. Mes enfants sont là. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille demain si jamais elle se retrouve dans une situation pareille? Qu'est-ce que je dirai à ma petite sœur? Qu'est-ce que je dirais à mon petit frère? Qu'est-ce que je dirais à un frère, à un cadet, à un aîné même? Parce que la maturité aujourd'hui, c'est pas l'âge aussi. Hein. Donc, je pense que la maturité, c'est pas l'âge. Donc, je me suis dit, OK, c'est arrivé comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis debout. Et tu restais debout. Exactement. Lourd. Et justement, toujours allant dans le même sillage, dans ton enfance, tu as été parent à l'âge de 7 ans. Ouais. C'est quoi le danger avec ça? Ah, mais c'est dangereux. Pourquoi? C'est dangereux parce qu'on fait peser sur les enfants qui n'ont pas encore conscience de grand-chose, une responsabilité qui aura des grosses conséquences sur l'adulte qui seront demain. Comme quoi, comme conséquence? Je vais te raconter une petite histoire. Oui. Je la raconte d'ailleurs dans le livre. À l'âge de 6 ans par là, enfin, je savais déjà que j'étais une grande sœur, j'avais des cadets, on m'avait appris à prendre soin de mes cadets, voilà. Et maman va accoucher de notre la quatrième de la fratrie. Oui. Et on me laisse à la maison avec mes 2 cadets, les 2 autres. Moi, je suis sous la surveillance on est sous la surveillance de notre mamie, la maman de papa, machin. Mais elle aussi, elle va au marché, nous laisse. C'est que Erika est là. Enfin, pour moi, pour les gens, quand j'étais là, bon, ça va, hein, elle peut gérer. Gère. 6 ans. Enfin, 6 ou 7 ans, je me rappelle plus très bien de la date. Mais voilà, Et puis, j'ai un petit frère à l'époque qui était toujours très, 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 pas très en santé, en fait. Petite maladie par-ci, machin et tout. Et puis, il a un bobo, commence à faire de la fièvre. Comme je sais que l'habitude, quand il fait comme ça, maman donne le paracétamol et tout, je vais dans la boîte à pharmacie, je vois que je fais pareil. Je sais pas combien on donne, mais bon, je vois qu'on donne souvent, comme il est encore petit, on donne un comprimé. Ça fait comme si ça va aller. Après 2-3 heures, je le trouve, il est pâle, il est bizarre, il brûlait. Je vais chez la voisine. Pour ceux qui ont grandi au Cameroun, ils savent que c'est possible. Je vais chez la voisine, je lui explique ce qui se passe. Et comme on me connaît au quartier, on sait que non, c'est la petite fille qui est très posée là, non, machin. Elle me dit que tu veux, elle me donne une tablette, une plaquette de para, je redonne à mon petit frère. Mais je me rends compte que ça va toujours pas. Et puis, quelques instants plus tard, il convulse. Mais je ne te dis pas la frayeur que j'ai eue. Mais j'ai quand même eu le temps de crier, machin, d'aller courir, appeler tout le monde. Enfin, on l'a secouru, on l'a amené à l'hôpital, on a réussi à le stabiliser. Mais j'étais effrayée comme pas. En fait, je veux dire que c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, en fait. Ça m'a marqué, mais à vie. Je ne savais pas si j'avais... Enfin, je me posais plein de questions. Je me demandais si j'avais bien fait de laisser des étrangers entrer chez nous. Parce que mes parents me disaient toujours que, ben voilà, quand on n'est pas là, vous restez entre vous, fermez la porte. Oui. Mais je veux dire que ça allait rien. À l'époque, enfin, c'était rien, mais... Tu culpabilisais, quoi. Non seulement la culpabilité, mais j'ai développé... Enfin, aujourd'hui, j'ai beaucoup écouté les podcasts, je lis beaucoup sur les blessures émotionnelles, sur l'enfant, quand on est adulte, l'enfant, comment on a traité l'enfant, quand on a vu l'enfant en nous. Et je me rends compte que ce qu'on appelle par exemple le syndrome du sauveur, là, ça découle des situations comme ça. C'est vrai. Ça découle des situations comme ça parce que toute petite, on t'a donné la responsabilité d'une chose qui n'était pas... Pour toi, ça pesait sur tes épaules de t'assurer de la sécurité des plus petits que toi. Et puis, quand tu grandis, bon, vraiment, tu es en alerte sur tout. L'adulte d'aujourd'hui, enfin, l'adulte de demain devient quelqu'un qui est pathologiquement... il se met en alerte sur tout. Il se dit qu'il va régler tous les problèmes de tout le monde. Et tant que c'est pas fait, lui-même n'est pas... Enfin, les problèmes des autres passent avant les siens. Au point où il s'en rend malade. Ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres. Hein.
à mon école à Saint-Kizito, par exemple, je m'assurais que mon petit frère prenait ses médicaments. On savait. Je devais venir dans sa classe, m'assurer qu'il a pris ses médicaments, qu'on ne l'a pas brutalisé, parce que c'est un enfant qui était frileux. Donc, c'était pour moi, c'est normal. Pendant que les autres camarades vont aller jouer, je vais veiller sur mon petit frère à la pause, je vais l'arrêter à côté de moi, machin. Si je joue un peu comme ça, après je me rappelle que j'ai pas vérifié que je jouais bien, je vais regarder. Mais ça en soi, c'est bien, ça montre de la bienveillance entre les frères aînés. Non, mais c'est bien. Mais à l'excès, ça devient... C'est dangereux pour l'enfant. Parce que tu oublies que tu es un enfant. La preuve, c'est que plus tard, j'ai perdu de l'intérêt pour les personnes de mon âge. C'est une autre conséquence. En fait, je ne dis pas que mes parents n'ont pas bien fait, ou bien qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, mais je dis, ils ont fait ce qu'ils pensaient être juste. Oui, en fait, ouais. Et pour être passé dans ce moule-là, je dirais que demain, je vais peut-être pas reproduire exactement le même schéma. Voilà. Je vais prendre le bon de ce que ça a créé chez nous. Ça a créé beaucoup de... Aujourd'hui, entre frères, on est très... Dans notre famille particulièrement, on est très, très liés. Ouais. Voilà, on est très liés. Je dis que la chose de quelqu'un, c'est vraiment une victoire de mon frère, c'est une victoire... À toi. Voilà, je la célèbre comme si c'était moi qui avait gagné. Vice-versa, on se soutient. Quand mon frère est mal, quand ma soeur est mal, je le vis, je le sens, tu vois. C'est bien, mais vraiment, il faut encadrer. Il faut encadrer. Je confirme. Et donc, dans ce même sillage-là, que tu es en classe de terminale, et là, ta mère va te sortir une phrase. Est-ce que je te laisse raconter l'histoire? Coucou maman, je t'aime très fort, je te le dis chaque jour, ça tu sais, ça n'a rien contre toi. Maman, c'est quelqu'un de particulier. Ma mère, c'est une perfectionniste. Je ne vous dis pas, mais ma mère, pour elle, une jeune femme doit être irréprochable. Aussi bien à la cuisine, dans son ménage, qu'à l'école. Donc, c'est pas parce que tu étudies que ça va t'empêcher... Non. C'est pas parce que tu as le devoir, ça va t'empêcher de faire ton ménage, ça va t'empêcher de faire la cuisine. En fait, tous les travaux qu'on attend d'une femme, bah, ton école n'en a pas besoin, ça n'a rien à voir, quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Mais c'est une partie de toi. Merci. En tant que maîtresse de maison, et tu suis tes études, l'un n'empêche pas l'autre. Et elle nous a... Moi, là, comme ça, là, oh, Seigneur. Et quand je lui rappelle aujourd'hui, c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, mais c'est pour ça que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu vois quelque chose t'ébranle facilement? C'est ça qui a fait que tu sois... Oui, c'est ça qui a fait ce... Tu étais ma locomotive. Tu es ma locomotive. C'est comme ça qu'elle m'appelle, en passant. Tu es ma locomotive. Il fallait que ça commence par toi. Je lui dis, mais maman, tu n'as pas vu que tu es un peu habillée? Elle me dit, non. Si c'était à refaire, là. Fais pareil. Je lui dis que bon, comme tu as fait sur moi, là, apparemment, sur tes petits-enfants, tu es devenu... Elle dit que bon, ce sont mes petits-enfants. Vous allez gérer. Mamie gâteau. Moi, voilà. Et je te promets, je fais la digression pour revenir sur l'histoire. Mais ma mère, je lui dis souvent, mais ma mère me gronde sur mes enfants. Ouais, on dit souvent que c'est souvent comme ça. Mais je dis, maman, à mon époque, tu m'aurais lynché. Elle me dit, mais c'était ton époque. C'est fini. Les choses ont évolué. Voilà. Bon, je reviens sur la fameuse histoire en classe de terminale. J'ai un test à passer le lundi. Parce que dans la bio, là, tu as oublié de dire que je suis passée par le lycée technique. Hein. Ah oui. Lycée technique de Yaoundé, le grand lycée technique de Yaoundé. Le fameux. À l'époque. D'une dame, chapeau à elle, hein, Madame Medoa, Malise. Très, très, très une brave dame. Tous ceux qui sont passés à son époque sont des personnalités aujourd'hui, des personnes respectables et respectées. Donc, chaque lundi, il y avait le galop. Elle nous faisait le café chaud. Les terminales, il faut vous mettre en situation d'examen chaque jour. Donc, j'ai mon le galop d'essai qui précède les périodes d'examen le lundi. Et je dis à maman, comme le week-end, on doit faire la cuisine, c'est les filles qui font la cuisine. Ce sont ces filles, les week-ends, qui font la cuisine. Elle ne fait pas la cuisine le week-end. Ouais. S'il te plaît, j'ai mon examen, c'est une matière qui me menace un peu, je dois réviser. Le regard, la gestuelle. Donc, déjà que pour lui dire ça, il a fallu beaucoup de courage. Il a fallu... J'ai dû même me répéter devant le miroir, quoi. Quand j'ai le courage, enfin, d'aller lui dire... Tu vois le némé, là. Je dis, tu penses que c'est les feuilles de cahier là que ton mari va manger quand tu seras en mariage. Donc, un jour, tu vas rentrer à midi comme ça, et tu vas mettre les cahiers dans la casserole. C'est ça que tu vas servir. Maman, j'ai le devoir.
C'est un nouveau devoir. Tu es la seule à aller à l'école ici. Valère, En fait, elle venait de... Dans toute mon assurance, la bonne élève, elle avait cassé ça. Elle a désactivé tout ça. Parce que tu penses que tu fais quoi d'extraordinaire? Waouh. Que les autres ne font pas. Madame, tu vas faire ce que tu as fait et puis tu vas étudier. Et j'ai eu... En fait, si c'était pas ma mère, en fait, tu vois ce que je dis, que si j'avais des doutes sur le fait que ce soit ma mère c'est une sorcière. Biologique, j'aurais dit que cette femme... c'est une sorcière. Voilà, elle me maltraite, quoi. Elle fait ça parce que je suis pas son enfant. Ouais. C'est sûr que c'est parce que je suis pas son enfant qu'elle me fait ça. Et est-ce que toi tu serais OK dans l'idée d'éduquer tes enfants de la même manière aujourd'hui? Avec ce même état d'esprit-là? Ça, non, je vais nuancer. Alors? Je vais nuancer parce que peut-être c'est le discours, hein. Peut-être c'est le discours. Peut-être elle avait pas elle avait un discours beaucoup plus dur. Cru, ouais. Oui, c'est peut-être ça le mot, beaucoup plus cru. D'accord? Mais je vais nuancer. Je vais nuancer parce que dire à un enfant que... Enfin... Je suis très famille. Je suis pour le rôle d'une femme dans une famille, dans un foyer, donc dans une maison. Moi, je suis pas dans les histoires qui chauffent maintenant dehors, là, que la femme reste... Il y a des territoires qui lui sont dévolus, sur lesquels elle reste la maîtresse. Ouais. Son mari ou son conjoint... Aussi sa zone. Voilà, peut lui apporter un coup de main de temps en temps, mais ça ne devient pas une habitude. C'est pas parce que je peux te donner un coup de main, soit où tu es fatigué pour faire la cuisine, que ça fait que la cuisine devient ma responsabilité. Non. Donc je pense que c'est même ça qui lui donne le pouvoir qu'elle a dans sa famille, dans son ménage. Parce que si toi, le garçon, tu peux cuisiner seul, tu peux... Ouais, c'est vrai. À la fin, là, tu vas dire que bon, si c'est pour me mettre bien, là, je peux me mettre bien quelque part, voilà. Ouais. Et puis je rentre et dors, moi, tranquille. J'aime même pas les mots, des femmes qui bavardent trop dans mes oreilles, là. Pourtant, ce domaine-là, quand tu sais que tu as ta femme qui gère, qui master, comme on dit, qui maîtrise, c'est son domaine, de prédilection, entre guillemets. C'est-à-dire que gérer ta maison, gérer votre foyer, en fait. Tu sais que tu es tranquille. Tu as des ailes pour faire autre chose. Tu peux voler en sachant que madame est là, maman est là. C'est ça qui a fait la force de mon père, je crois. Mon père, il vient d'une famille aussi pas très nantie. Enfin, vraiment, je ne veux pas dire pauvre, mais lui aussi, il a été orphelin très tôt. Il a dû se battre à bout de bras. Mais il est arrivé là où il a pu arriver parce qu'il avait la femme qu'il avait. Parce qu'il savait que je m'envole parce que mon épouse a su mes arrières. Ouais. Tu vois, elle fait ce qu'il faut. C'est une maîtresse de maison impeccable. Elle prend soin de mes enfants, elle prend soin de moi, elle prend soin de ma famille. Enfin, quand je dis prendre soin, il ne faut pas que les gens m'interprètent mal. Hein. Je veux dire qu'elle gère les situations. Je n'ai pas besoin d'être là, je sais qu'elle est là en fait. Elle est là. Ouais. Et elle gère, et puis quand moi je viens juste valider ce qu'elle a fait. Je rappelle, tout est expliqué dans le livre. Voilà. Trop forte pour être brisée. Je recommande vivement de le lire. Hein. Riche en émotions. Et donc, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes à qui, lorsqu'on dit, ouais, il faut apprendre à faire la cuisine, elles disent, je ne suis pas ta boniche. Ah, mais ça, c'est bon, on est en France, il faut parler le français. Je vais m'égarer, je parle en français. Tu donnes ton pouvoir. Ah oui, parce que faire la cuisine, c'est un pouvoir. Oui. Ah oui, pourquoi? Comment ça? Pour moi, faire la cuisine, c'est un pouvoir. Dans quel sens? L'homme, c'est quoi? L'autorité. Je reprends les propos de... Bon, avant d'arriver là-bas, quand il y a une très grande artiste là qui a chanté... T'as même dit. Il y a une très grande artiste là qui a chanté quelque part que l'homme, c'est... Le ventre et le bas-ventre. Tu donnes ton pouvoir. Donc pour toi, les femmes... Ouais, vas-y. Pour moi, enfin, j'ai peut-être été formée à la vieille école, mais je pense que malgré... Je suis très moderne, hein, ça, je ne juge pas les femmes qui pensent que faire la cuisine, ce n'est pas une obligation pour la femme. C'est pas chic. Non, il y en a qui disent que ce n'est pas une obligation, qu'elle n'est pas obligée, tu vois. Maintenant, on dit que ce n'est pas chic, ça reste à voir. Donc, mais je pense que c'est un pouvoir. Ouais. Enfin, le créateur lui-même n'était pas fou de confier cette tâche, enfin, de permettre que ce soit la mère qui puisse faire ça. Ouais. Parce que celle qui nourrit, tu vois le respect que tu as pour ta mère, non? Oui. Aïe.
Si je fais le parallèle, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pour un homme, tu as le respect que tu as. Donc même quand tu déconnes là, quand tu finis, quand tu viens manger sa nourriture et que tu es content là, même si tu faut aller porter, elle t'envoie pour les petits garçons, pour les enfants, même si elle te demande n'importe quelle chose, tu fais. Ou bien, tu fais non. Quand tu es déjà garçon, que tu as ton argent là, quand tu fais, maman, tu passes chez maman, tu as fait un repas, tu demandes, maman te demande, même si elle demande 500 000 là, ça tu vas lui donner. Pour la femme là, pourquoi les femmes n'ont pas compris ça? Oui, mais non. Ouais, c'est vrai que c'est la sagesse. Et nous, maman avait compris ça. Pourquoi tu n'as pas? Quand tu veux, les vraies choses, quand tu veux demander à ton mari, tu peux pas son meilleur repas. À ton gars, à ton fiancé, à ton chéri, tu le mets d'abord bien, non? Ça commence d'abord parce qu'il a mangé. Tu fais quelque chose que tu sais que quand le... Parce que c'est d'abord... Comment je vais dire ça? Tu sais, la cuisine, c'est pas que mélanger des épices et des machins. Voilà. C'est même un honneur de manger la cuisine. Quand tu as cuisiné pour quelqu'un, ça veut dire que tu as de l'amour pour lui. Tu as pris le temps. Tu as pris de ton temps, tu as pris de ton énergie, tu as réfléchi, tu as agencé. Et puis la façon avec laquelle même tu disposes la cuisine, là, quand tu le sers, quand tu finis de servir. Non, même s'il y avait quoi. Non, chérie, tu veux quoi? Dis-moi. Tu sais que c'est une technique de négociation très puissante. Voilà. Parce que des fois, les grands deals, avant de négocier, une des stratégies qu'on utilise en business, c'est qu'on t'invite. C'est ça. Soit à la maison, soit peu importe. Tu te mets dans une bonne ambiance. Pour te dire. Après ça, je vais te raconter une petite anecdote. Ouais, non, raconte. Qui date de la période de mon passage à Lyrique. Oui. Les vrais deals là. Quand on ne peut pas le deal, c'est quoi comme deal? Car là, on gère le vrai argent. Combien? Faut nous donner les chiffres. Ouais, non, il ne faut pas choquer les gens. Okay, je ne veux pas choquer les gens. Non, on va être choqué. Les vrais deals, ouais. C'est autour d'un soya. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou une cuisse de poulet. Oui, oui. C'est pas dans les bureaux avec la veste. Non. C'est vrai, c'est vrai. C'est autour d'un soya bien, avec le piment. Quand le piment, tu manges, tu fais quoi? Tu vois le projet là? Gars, tu vois, non. Le marché là, tu me donnes pas. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il a bu ses 2 bières. C'est même pas les choses chères, c'est même pas compliqué. Non, c'est rien, c'est logique. Quand il a mangé un bon poisson braisé, quoi. Gars, tu vois que. Gars, tu fait comme ça, non. Tu dis que c'était marrant. Gars. Faisons. Oui. Envoie-moi ça de lundi comme ça, là. Je paraphe ça, j'envoie. C'est très vrai. Pourquoi? Enfin, c'est aussi basique. Tu vas faire toutes les préparations, les rapports, les machins, les PowerPoint compliqués. Fallait juste un peu de soya, un peu de viande. C'est là-bas qu'on est. C'est la nature qui s'exprime à ce moment, là-bas, la terre. La nature la plus basique. Tu vois, vous connectez, vos énergies se parlent. Vous êtes vrai, vous êtes vous. Et les vrais business, c'est là-bas qu'on... Ouais, c'est mon expérience. Non, mais c'est vrai, même en négociation, on l'apprend. À l'école, quand j'étais à l'école, j'avais un professeur, on avait un cours qu'on appelait négociation des partenariats internationaux. Je crois que c'était négociation, je sais pas quelque chose, je crois que c'était partenariat et internationaux, quelque chose comme ça, enfin, en lien avec la négociation. Je me rappelle même encore le nom du prof à l'époque, monsieur Tadjou Fouette. C'était un prof très chaud comme ça, très chaud. Un prof très chaud, mais alors très chaud, qui venait en classe comme ça, là, tu dis que moi, voilà, garçon. Bien habillé, quoi. Non, donc sapé, tiré à 18 épingles, pas 4 épingles. Qui nous a dit que dans les négociations, c'est les négociateurs qu'on envoyait, qui venaient d'un certain continent, on savait comment les prendre. Oui. Comment? Quand ils venaient en négociation comme ça, on met l'heure des signatures des deals même à minuit. Quand ils ont fini de manger et de boire. Tu vas dire non comment? C'est comme ça qu'on nous gagnait. Waouh. Où tu entends là? C'est avec ça qu'on nous gagnait. Donc le gars, vous avez discuté en journée, fait les réunions. Maintenant, quand il faut signer, conclure les accords, là, quand il faut valider les documents, on dit que non, rendez-vous à la salle des réunions entre 1h et 2h du matin. Tu te dis que, mais entre 1h et 2h du matin, on dit que non, c'est pour faire boucler, pour que le matin, on envoie directement en signature, en paraphe, machin, ou bien qu'on... Non. Quand c'est tout chaud, là. C'est là-bas, quand on a fini de te mettre bien. Oui, tu vas... donc, tu n'es même plus... Tu es gêné même de dire non. Tu dis seulement amen. Tu dis que, gars, voilà, non. On va être ensemble, ce sera des choses qu'on va partager comme ça au quotidien. Donc, dis-moi seulement que tu es d'accord. Dans les femmes, tu vas faire la cuisine, c'est un pouvoir. Merci. Il faut noter ça. Merci. C'est ce qu'on doit noter ici. Oui. Et bien sûr... Non, pas savoir faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine. Faire la cuisine pour sa famille, pour son homme, pour ses enfants. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Et ne troquez pas votre pouvoir.
au nom de je vais être une femme indépendante. Émancipation. Merci. Parce que tu n'as pas besoin de. Enfin, en tout cas, on va arriver à ça. Ouais. On va arriver à ça. Donc, à 23 ans, tu ouvres ta première entreprise. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Ah, bah, j'ai toujours été. Enfin, je me disais toujours que je vais avoir de l'impact autour de moi. Pour moi, travailler en entreprise ne m'a pas. Je voyais mon père travailler en entreprise. Je le voyais se priver. Il était à fond dans ce qu'il faisait, mais je trouvais pas ça suffisamment gratifiant. Parce que il était au service des personnes qui ne comprenaient pas parfois même la nature humaine du travail qu'il menait. Et pour moi, l'entreprise, du moins la FMCG, comme on disent les anglo-saxons, la multinationale, c'était un océan où tout employé venait avec une goutte d'eau. Ouais. Donc, du coup, l'impact n'était pas significatif. C'est très important. Tu vois. Et moi qui ai toujours été très attachée à l'humain, tu vois, attachée au contact à l'humain. Enfin, pour moi, l'humain, déjà pour moi, ma conception de l'entreprise, la plus grande ressource de tout projet, c'est la ressource humaine. Oui, on est d'accord. Donc, pour moi, désolée de le dire autant, je le dis parce que je vois déjà les interprétations, mais j'insiste. Quand vous travaillez, il faut avoir de l'impact sur la vie des gens. Il faut que quelqu'un puisse se lever un matin et te dire que je suis heureuse de travailler avec toi. Parce qu'au contact de toi au quotidien, j'ai X, j'ai Y, j'ai Z. Tu vois, sur ma personne. Et c'est ça qui m'a motivée à lancer ma première structure. Donc, je me dis, je veux que dans mon travail, les gens puissent avoir quelque chose de moi. Oui. Je veux pouvoir impacter ma communauté. Et j'étais très associative à l'époque. J'étais engagée dans beaucoup d'associations qui faisaient la promotion de l'entrepreneuriat féminin, l'entrepreneuriat jeune, l'entrepreneuriat féminin. C'est les discours qui m'ont bercé entre mes 21 et 23 ans là. Et je me suis dit, si je peux faire ça, pas pour seulement gagner de l'argent, mais également pour avoir de l'impact sur la vie d'autres jeunes femmes, je le ferai. Et j'étais vraiment poussée vers des jeunes femmes pour travailler, avec qui je travaillais. Et je sais pas, c'était pas discriminatoire, non. C'est que chez moi, je me disais qu'en se mettant ensemble, on allait plus loin, quoi. Oui, bien sûr. Mais derrière ça, justement, l'entreprise, comment tu la lances? Elle faisait dans quoi? Le contexte autour là qui nous intéresse. Ah, d'accord. À l'époque, je pense que j'étais en quoi, lyrique, j'étais à ma deuxième année de master. Je vais dire à mon père et papa, j'ai vu une promotion de l'organe qui fait la création d'entreprises au Cameroun. Oui. Ça s'appelle le centre de création, le centre de CFCE. Oui. C'est le sigle m'est resté à l'esprit, mais la signification m'échappe aujourd'hui. Il faisait la promotion, des promotions pour la création de jeunes entreprises. Donc, quand tu venais pour créer ta structure, jeune entrepreneur, les frais de création étaient gratuits. Tu n'avais qu'à payer, je crois, les droits de timbre sur les documents que tu allais leur fournir, et le reste était gratuit. Et puis, je vois mon père, qui fait partie de l'un des cadres du service commercial, marketing et commercial d'une grosse structure de la place. Et je lui dis que ce qu'il fait là, très fort en événementiel. Ouais. C'était vraiment un événementiel hors pair. Et moi particulièrement, nous incluait dans tout ce qu'il faisait. Tu vois, déjà à la maison, on ne pouvait pas faire un mois sans faire d'événements. Mais ça, tout était sujet à événements. Dans la première entreprise que je crée, je dis, mais papa, cette compétence-là, on peut la valoriser. On peut vendre ça. Pourquoi tu penses que ça doit seulement être gratuit? C'était au point où même les funérailles et les deuils, comme on fait chez les Bamileke là, on venait nous demander d'organiser les funérailles. Enfin bon, on va dire, quand on veut faire un vrai truc comme ça, on va appeler le pater. Et comme il sait que il a ses agents, c'est que c'était moi, c'était mes frères. Il dit que allez, prenez voilà. On prend le cahier, on va faire le plan, on va faire la feuille de route, on va faire les commissions, on va faire quelles sont les tâches prioritaires, quelles sont les tâches importantes. Donc, mais vraiment, on fait un cahier de charge quoi, pour l'événement, tu vois. Et c'est comme ça que c'est parti. On a commencé comme ça, on a commencé à organiser vraiment des petits événements, ça partait des séminaires ou conférences, où la partie organisation, backstage,
c'était notre responsabilité. On se faisait payer pour ça. Après, on a commencé à former, parce que lui, je ne sais pas si je réussis à l'égaler, mais c'était un très bon orateur aussi. Je parle de lui à l'imparfait aujourd'hui parce qu'il n'est plus là. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui parlait très bien. Vraiment, c'était... Du coup, quand même, tu as ton premier contrat à 4,5 millions. Oui. Raconte-nous un peu comment tu l'obtiens, ce contrat-là. Alors, déjà, pour clôturer la suite, la première structure, là, ça s'appelait encore comment à l'époque, mais c'était dans l'événementiel, la formation, la mise à disposition d'hôtesses et de stewards, qu'on appelait les hôtesses, tu sais ce que c'est, les stewards. Oui, c'est le masculin d'hôtesse. Exactement. Donc, après, mon père me dit, mais ma chérie, tu me stops ça d'abord, tu termines l'école parce que ça me prenait déjà. Ma tête était full de projets, je voulais faire ci, je voulais faire ça. Bref, j'étais complètement, voilà quoi. Il m'a dit, bon, tu te concentres, tu me finis le master là, tu rédiges ton mémoire parce que c'était quand même assez costaud. Et puis on verra après. Et à côté, mon rêve de devenir ambassadeur, je commence à le voir. Vaciller. Voilà. Parce que les réalités du terrain. Le terrain. Sont différentes. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut commencer à réfléchir autrement. À l'époque, j'ai une aînée qui me dit, mais pourquoi tu ne continues pas un doctorat? Tu es brillante, tu es brave. Elle dit, grande sœur, ça, toute l'école là. Et j'aime l'argent, mon frère. Je le dis ici, hein, je suis une femme qui aime l'argent. Non, il faut aimer l'argent, c'est important. Aime l'argent et tu seras fort. Oli Kentach. Oli Kentach, c'est ça. Big up, grand frère. Ouais. Un grand frère aussi que j'ai rencontré dans mes marches. Hein. Ah. Je te promets. Quand j'ai vu qu'il était chez toi, bon, bref, ça c'est une autre divers. Donc, je dis à ma grande sœur là que grande sœur Honorine Kuete, elle s'appelle, elle est aujourd'hui en Belgique, l'une de mes grandes supportrices. Je dis que grande sœur, tout l'école là, il faut quand même que je cherche un peu l'argent, non? Ma foi. Donc, je vais finir le master, elle va chercher l'argent d'abord. Et puis, mes parents, j'ai encore 5 cadets là, il faut quand même que aussi ça à l'école. Donc, je finis mon master, je vais à Douala parce que je me rends compte qu'à Yaoundé, mon rêve ne sera pas possible. Ouais. Et je commence à travailler dans une agence de com. Belle expérience. Mais qui ne va pas durer longtemps parce que, voilà, j'avais mes idéaux à moi, j'avais mes valeurs, j'avais mes rêves, voilà. Je supportais. Comme je t'ai dit, pour moi, la personne humaine a toujours été au centre d'un projet. Donc, si dans un travail, tu malmènes la personne avec qui tu travailles, donc ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, ça ne sert à rien d'être là. Ouais. Et c'est vraiment suite à une succession de ce type de situation que je dis, mais j'adore ce que je fais au quotidien. J'ai les retours des clients qui sont extrêmement gratifiants pour moi, mais je ne peux pas continuer dans cet environnement. Je décide de partir de là. Et quelques mois après, on me propose autre chose. Voilà, le livre, je le décris un peu, mais jusque-là, je suis toujours dans le yes. C'est pas que j'ai un problème le yes, mais le yes, ça qui ne donne pas avec ta vision. Pour moi, pour l'esprit libre que je suis à l'époque, vraiment, j'avais un esprit très, très libre à l'époque. Le père que j'ai eu m'a forgé dans quelque chose. Tout ce qu'un garçon peut faire, tu peux faire en tant que femme. Enfin, il n'y a pas de limite parce que tu es une femme, en fait. Ouais. Pendant que sa femme se tuait à me cadrer en tant qu'une future épouse qui peut tenir une maison, tenir un foyer, éduquer des enfants, lui me formait comme... je sais pas comment je vais dire ça... comme un leader, quoi. Comme quelqu'un qui a un mindset qui la met au-dessus des considérations sociales. Ouais. Tu ne vas pas te laisser impressionner par X, par Y. Ce que l'autre peut faire, tu peux faire. Aussi, ouais. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Donc, dis-toi toujours que je peux. Et ce leitmotiv-là m'a beaucoup poussée. Ça m'a donné des ailes, en fait. Et du coup, j'avais pas peur de tester les choses. J'avais pas peur de me lancer. J'avais pas peur de... En fait, je vivais comme si la vie j'avais le droit de faire... Je n'étais pas fille de bourgeois. Je sais pas bourgeoise. J'étais pas fille de famille bourgeoise. Mais je rêvais comme si j'avais le droit de tout réaliser. Comme si je pouvais tout réaliser. Et c'est pour ça que ça ne m'a pas gênée de refuser une embauche toute faite dans une grosse multinationale de la place. Que je veux... On peut citer, hein, oui. Ça, c'est vrai tu le dis dans le livre, c'est les brasseries. Donc, non. Lui travaillait aux brasseries. Ah, ok. Mais j'avais été recrutée par Diageo. Ah oui, Diageo, oui. Qui était à l'époque leur concurrent. Oui. Aujourd'hui, Diageo, et puis il est parti il a troqué sa marque Guinness à SAB, au brasserie. Je te fais la pub. Donc, je reçois ma lettre d'embauche pour leur dire plus tard que j'ai passé tous les tests. Enfin, c'était juste pour me prouver que je pouvais. Que je peux le faire, ouais.
alors qu'il y avait des amis à côté qui avaient fait le même parcours que moi, qui n'avaient pas vécu. Je leur fais un mail, j'ai gardé ce mail-là jusqu'à aujourd'hui, pour leur dire que je leur propose. Quelqu'un d'autre, vas-y. Parce que, voilà, je te jure que l'adulte que je suis aujourd'hui, j'aurais giflé la jeune fille, là. Ah oui? Non, je l'aurais giflé. Comment ça? Non, je l'aurais giflé parce que tu ne fais pas ça quand tu n'as pas de... Comment on dit ça? De corps de sécurité. Tu ne fais pas... on fait pas ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand tu prends d'abord le poste. Non, tu prends d'abord. Tu ne te dis pas que tu n'es pas la fille de... Enfin, tu n'es pas la fille de Dangote. Tu n'es pas la fille de Kadji non plus. Encore que, même étant la fille de Kadji, je pense que papa, le grand-père Kadji t'aurait dit, vas-y. Parce que ça va te donner une autre expérience que tu n'as pas encore. OK? C'est bien de vouloir créer son entreprise, c'est bien de vouloir être indépendante, mais il faut apprendre quelque part. Oui. On apprend de ceux qui ont déjà réussi. Oui. On n'apprend pas dans le vide. D'accord? On apprend de ceux qui ont déjà réussi. C'est ça. Donc, prends d'abord ça. Et en même, ça ne t'empêche pas de développer... Voilà, de commencer à développer même ton petit projet à côté. Mais faute sauf, vraiment, je t'aime. Miss, je peux tout. OK? J'ai les ailes, je peux voler. J'ai un papa qui me soutient, qui me dit, ma fille, vas-y, tu es la plus brave. Voilà. J'y vais, mais sans retenue, quoi. C'est comme ça que je laisse passer cette opportunité et je crée mon entreprise. Ouais. Et mon entreprise, je me dis, j'ai observé le marché, je vois qu'il y a la demande dans tout ce qui est matériel de sécurité pour les plateformes industrielles, dans tout ce qui est EPI, équipement de protection individuelle. Je me rends compte qu'il y a même des besoins même dans tout ce qui est formation sur l'utilisation de ce type de matériel, sur le bien fondé d'avoir ce matériel même sur les plateformes de travail. Ah ouais, tout un boulevard. Exactement. Tu vois, à l'époque, c'était encore nouveau chez nous. Tu vois, les chantiers de BTP, les gars venaient en tennis, ils n'avaient pas de casque, ils n'avaient pas de gants. C'était le chef chantier qui avait ça. Les manœuvres, là, ils travaillent comme ça. Quand je me rends compte qu'il y a du marché là, je m'y engouffre, quoi. Je m'y engouffre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait le marché comment? Parce que j'avais travaillé en collaboration, enfin, j'avais travaillé quelques mois pour une entreprise qui a ramené l'idée, mais qui était dans un secteur vraiment précis. Oui. Tu vois? C'est en étant en contact de ce marché-là que je me rends compte qu'il y a tout un boulevard. Et là, je décide de me lancer dans ça. Et donc, je découche mon premier marché au bout de quelques mois. C'était 3 mois même, pour être précis. Vraiment, à un monsieur à qui aujourd'hui je l'appelle pour moi, c'est comme un père aujourd'hui qui m'a fait confiance, mais à partir, je dirais, de rien du tout. J'avais pas de référence. J'avais juste mon topo là. Mais selon toi, il t'a fait confiance pourquoi? Je pense que... le 4 millions d'avant. Je pense qu'il m'a fait confiance parce que... Je sais pas, hein, honnêtement. Non, mais je pense qu'il m'a fait confiance parce que j'étais jeune. Ouais. Premièrement. Ouais. Parce qu'à l'époque, lui aussi, il était très jeune. Enfin, il a démarré son entreprise, il était très jeune. Aussi. Ouais. Je pense qu'il m'a fait confiance parce que j'étais jeune. Il m'a fait confiance parce que j'avais un discours qui matchait avec ce que lui aussi voulait transmettre. La jeunesse, c'est pas un frein. Ouais. Au Cameroun, à cette époque-là, la jeunesse, c'était un problème. On m'a dit dans une banque un jour que à ton âge, là, tu peux prendre le crédit. Tu fais d'abord comment pour avoir l'entreprise à ton âge. Ouais. C'était un problème pour l'agent qui m'avait reçu, hein, mais il était fâché. Quand vous êtes ici, là, dehors, comme ça, là, tu fais d'abord comment pour avoir l'entreprise à ton âge. Mais il était nerveux, hein. Ouais. Donc, non, on ne peut pas te financer. Parce que tu es jeune. Tu vas rembourser avec quoi? Tu as le titre foncier. Tu as la voiture. Tu vois, même si tu as la voiture, ta voiture, là, si on fait le certificat de vente dessus, ça ne va pas couvrir. Non, ça va pas couvrir le crédit que tu veux prendre, non. Je pense qu'à l'époque, il s'appelle Monsieur Le Massy. Je pense que Monsieur Le Massy m'a fait confiance parce que j'étais jeune. Parce que j'avais une autre approche. Tu sais, au Cameroun, je parle de cette époque-là, quand les gens ont toujours travaillé avec, sans beaucoup de soins. Quand on parle du secteur industriel, tout ce qui est physique, tout ce qui est manuel, on le fait de manière négligée. Négligée, ouais. Tu vois, et jusqu'aujourd'hui, pour moi, voilà, jusqu'aujourd'hui, même dans d'autres secteurs, hein, comme l'alimentation, ça a toujours été un problème pour moi parce que on manque de finesse. Vraiment, même les beignets haricots, mis dans un autre packaging, ça change tout. Ça change, ça déplace le curseur du prix. Ça déplace le curseur du type de clientèle. Oui, ça déplace la valeur qu'on accorde à ce plat. En fait, c'est ce que j'ai ramené.
Moi, je présentais mes produits dans un catalogue propre, bien fait. J'avais un infographe, mais tocos, propre. Non, big up Wilfried. Je te triche un peu, hein, Valère. Un gars, mais jusqu'aujourd'hui, on travaille sur des projets. Et je tiens à dire, pensant, ce gars, tous les projets sur lesquels il a mis sa griffe ont été un succès. Wow. Chaque fois que je travaille avec lui, on remportait le marché. Donc, quand je prépare une offre de service, c'était ça justement. J'avais des offres de service. Ah ouais. Je partais pas prospect, non. J'avais mes offres de service, mais vraiment, gars, je viens. Quand je te pose le document, après je t'explique. Je te dis comment, ce que ça va t'apporter. Tu vas dépenser ça, mais voici ce que tu vas gagner en termes de visibilité. Et la petite formation, enfin le petit passage que j'avais fait en maison de com, en agence de com, me permettait aussi de te vendre même le côté corporate. Responsabilité sociale. À une époque là, c'était c'était ça qui était à la mode. C'était tout le monde voulait faire RSE. Ouais. L'image, le brand. Je touche un peu 2-3 questions à tuer bluffé. Hé, maman, on peut porter les bottes sur un chantier et dire que ça touche son brand comme ça. Pardon, maman, je veux 500 bottes. Waouh. Je veux 1000 bottes. J'ai 2 chantiers qui arrivent là. Tu me couvres les chantiers là. Ouais, comme ça que tu fais des cross-sell. C'est ça. Yes. Et sans transition comme ça, tout semble te réussir. Seul ombre au tableau. Tu es célibataire. C'est ça. Et là, la famille commence à te mettre de la pression. Une célibataire qui célèbre les mariages. Qui célèbre les mariages. Qui organise les mariages. Qui est même témoin dans certains mariages. Et qui coach même certaines personnes au mariage. Mon frère. C'est trop grave. Mon frère. C'est trop grave. Moi-même, aujourd'hui, là, il reste, on a dit que, mais ma fille, tu fais même dans quoi, non? Tu fais dans quoi? Tu fais dans quoi, Seigneur? Et donc là, par rapport à ça, tu me dis pas d'accord, puisqu'on est dans le sujet. D'accord. D'accord, pas d'accord. Une femme qui n'a jamais été en couple jusqu'à l'âge de 25 ans doit revoir ses attentes vis-à-vis des hommes. D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Pourquoi? Parce que on ne baisse pas ses standards pour faire plaisir aux attentes des autres. On ne baisse pas ses standards. Mais si jusqu'à 25 ans, 26 ans, tu n'as pas trouvé quelqu'un, c'est que peut-être que tes standards ne sont pas bons. Peut-être. Ça c'est vrai. Peut-être. Maintenant, il faut peut-être revoir où est-ce que tu te positionnes. Où est-ce que tu te positionnes? Ouais. C'est une question de positionnement. Comme tout produit, c'est une question de positionnement. Si tu mets ton produit pour le mass market, si tu positionnes le mass market, tu vas te mettre dans le contexte d'avoir le mass market, de toucher le mass market. Oui. Si tu positionnes le produit au high level income market, tu vas te débrouiller dans le packaging, dans la mise en vente, dans le prix, à te mettre au niveau du high level market. Voilà, high income level market. Tu vois. Donc pour moi, si jusqu'à 25 ans, une fille n'est pas encore en couple avec un homme, ça veut dire qu'elle n'était peut-être pas positionnée au bon endroit. Voilà. Elle a peut-être cherché à l'endroit. Le positionnement de son produit n'était pas. C'était pas bon. C'est pas celui qu'il fallait. Tu sais pourquoi je le dis? Parce que revoir ces standards. Déjà, il faut savoir quels standards. Parce que après, je ne parle pas des jeunes filles qui vont te dire que je veux un gars qui est beau, qui est grand de taille, qui a les yeux bleus. Quand je parle de standards, je parle vraiment de questions de vie, de la personne que tu penses, avec qui tu pourras cheminer en fait. Je ne parle pas de critères farfelus. On est d'accord ou pas? Tu vois, parce que quand on est jeune fille, surtout dans notre contexte là, on a beaucoup regardé Novelas, on a beaucoup, encore que c'est une chaîne que vraiment, pour moi, je n'ai rien contre mes frères de l'autre côté là, mais pour vraiment jeunes filles, arrêtez. Novelas, c'est pas la vie. C'est pas les relations amoureuses de Novelas là, il faut nous laisser ça. Non mais sérieux, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et ça aide même les enfants, ça déprave plus qu'autre chose. Donc ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est la mère qui parle, c'est le parent qui parle. Donc, c'est pas Novelas. Moi, je parle des valeurs que mes parents m'ont inculquées. C'est en fonction de ça que j'ai dessiné les standards de l'homme que je souhaitais avoir dans ma vie. Tu vois? Et parce que j'étais vraiment queen, comme j'étais vraiment accrochée à ces standards-là,
c'est ça que je recherchais en fait autour de moi. Mais parce que on a commencé à me mettre de la pression, parce que j'ai commencé à sentir la pression peser sur moi, au lieu de modifier peut-être le positionnement du produit, non. Tu as pris ce qu'il y avait. J'ai réduit. Ah, tu as réduit les standards. Oui. Je me suis dit que, vraiment, tout le monde est en train de se marier. Tel est un marié, tel est un marié, tel est un marié. La matin me dit chaque jour que toi, tu passes mon mariage déjà et tu nous invites même. Et pareil, mes amis là, c'était les amis que la famille connaissait. Donc, quand je pars au mariage, quand on nous invite comme ça, on invite Daniel et ses parents. Donc, nous, on passe célébrer les mariages de tes amis. Toi, pour toi, c'est quand? J'ai commencé à me dire que peut-être le fait que je veux un gars qui a une énergie, qui veut conquérir le monde là. Ouais. Peut-être moi aussi je rêve trop. Le fait que je veux créer les entreprises, Gars, mon frère, un gars veut une petite femme avec qui il va lui faire 2 enfants, il va être à la maison, il fait son petit travail, vous voyez votre petite vie tranquille, vous construisez votre petite maison, 2 chambres, un salon, machin. Toi, tu veux dire que tu veux conquérir, tu veux créer les entreprises qui vont employer les jeunes, tu veux impacter l'Afrique, tu veux être un sujet de... Enfin, tu veux montrer aux jeunes femmes qu'on peut. C'est quoi ton problème? Yes. Autre question. Là, on va aller de manière directe. Faire les enfants au mariage, c'est mauvais. D'accord ou pas d'accord? Ça, c'est le piège. Ça, c'est le piège. D'accord ou pas d'accord? Ouais, donc je n'ai pas la conversation. Ouais. Tu as le droit de mettre le joker. Ouais, je demande le joker sur la question. Ça marche. On passe. Je demande le joker. Non, mais je demande un joker que je peux expliquer petit, s'il te plaît. Ouais. Parce qu'il faut qu'on me comprenne, s'il te plaît. Je ne pense pas que une jeune fille souhaiterait avoir des enfants célibataires. Ça, c'est un fait. Mais les circonstances de la vie peuvent mettre une jeune femme dans cette position-là. Dans cette position-là. Tu vois, je ne pense pas qu'une jeune fille naît, grandit en disant que je vais avoir mes enfants toute seule. C'est pas possible. Déjà, un enfant ne le fait pas seul. Il faut être 2 pour faire un enfant. Donc, à moins que... Je parle vraiment de la société, notre société, quoi. La société... encore que ça s'étend, je pense. Même ici, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai besoin d'être en couple. Il y a des personnes qui font des dépressions parce qu'elles sont seules. Enfin, la solitude, aujourd'hui, c'est un problème. Donc, sur cette question-là particulièrement, je ne pense pas qu'à la base, une jeune personne, garçon comme fille, souhaiterait, beaucoup plus pour les filles parce que c'est elle qui enfante, être maman et seule, quoi. Ok, on a noté que tu as pris un joker. Oui, merci. D'accord, pas d'accord. Les femmes sont rassurées lorsqu'un homme leur dit qu'il croit en Jésus-Christ. Mon frère. D'accord, pas d'accord. D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rassure lorsque quelqu'un vous dit que je suis croyant? Waouh, Potso. Mon frère, tu sais que tu connais l'histoire de Jésus, non? Non, je ne connais pas. Et comment tu dis ça? Je ne connais pas. En fait, pour les chrétiens, enfin ceux qui croient en Christ, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Quelqu'un te dit qu'il croit en Christ. Ça veut dire qu'il y a un genre de choses qu'il ne peut pas faire, mon frère. En fait, c'est la conception qu'on a quand on est jeune. Quand on a été moulé, on a fait le culte d'enfant comme moi. On a grandi avec l'église. Quand les parents vont au culte des grands, vous êtes au culte d'enfants, on vous dit que vraiment, il y a un genre de choses que... Non. Même si tu voles, tu ne peux pas tuer. Tu vois, non. Tu peux prendre la viande dans la marmite, mais tu ne peux pas tuer. Même quand on dit que péché, c'est péché, il n'y a pas petit péché. Ouais. Mais il y a un genre de... Donc, quand un gars te l'annonce d'emblée, je précise, que pour les garçons, même encore, c'est le déclarer comme ça, parfois, ce n'est même pas... Mais j'ai compris que ce sont les plus gros bandits. Comment? Je te promets. Les gars qui disent que... Dieu. Yes. J'ai vécu... Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, pardon, j'ai encore eu la confirmation de ça. De cette situation, de fait de dire que je crois en Jésus-Christ, là. Quand on va aller prier, dimanche, on va à l'église. Non, c'est une arnaque. Ah ouais? C'est une arnaque. La plus grosse arnaque qui soit. Donc, du coup, on regarde quoi? Les valeurs? Plus que le fait qu'il soit chrétien ou pas? C'est ça. Ok, à note. Tu n'as pas voulu qu'on aille en étudiant un petit plus là-dessus, donc on va pas tirer plus là-dessus. Pourquoi l'avortement? Parce que c'est un sujet que tu évoques dans ton livre. Totalement contre. Contre, totalement. Totalement contre, pourquoi? Enfin, totalement contre dans des conditions normales.
Il y a des avortements qui sont nécessaires pour sauver la vie de la mère. Il y a des avortements qui sont liés à des contextes particuliers, comme un viol, comme un abus. Donc, mais à la base, moi, je suis contre l'avortement. Mais, il y a un mais que je voudrais mettre. Je peux comprendre aujourd'hui ce qui pousse certaines jeunes filles à se faire avorter. À l'époque, j'étais catégorique, j'étais carrée, j'étais la fille de l'ancienne église que je suis. Oui. Qui a été moulée dans le moule de que non, tu ne tueras point. Oui. Je ne pourrais pas accepter. Pour moi, c'était inadmissible. Et je l'ai jugé, mais avec une dureté pas possible. Quand je voyais, c'était fait des faits divers chez nous. On voit tellement, on a retrouvé machin, fœtus, machin, là. Mais aujourd'hui, avec l'expérience que la vie m'a donnée, je pense que je peux comprendre une jeune fille qui se retrouve dans cette position. Parce que la pression sociale, la pression familiale est tellement forte que parfois, les personnes craquent. Tout le monde n'a pas la force psychologique d'encaisser un certain niveau de pression. Après, jugez la personne si vous voulez. Dites que, voilà, comme on dit souvent trivialement, quand tu partais d'abord faire, tu ne savais pas que, comme on avait dit, que quand tu ne veux pas rêver, tu ne dors pas. Les choses comme ça. Ouais. Mais à la base, c'est pas ce qu'elle. Enfin, je pense que c'est pas fait exprès. Après, je parle à un médecin. Excuse-moi, doc. Je rectifie ce que j'ai dit. Bon. Ouais. Bon, tu sais que le risque aussi attire, non? Parfois, le risque, tu te dis que bon, c'est pas sur moi que ça va pas commencer sur moi, ça m'attendait. On a souvent ce discours-là quand on est jeune, ça va pas me rattraper. Si elle fait ça comme ça, ça va pas m'attraper, ça m'attendait pas. Mais je dis ça, je rigole, mais honnêtement, l'inconscience, l'insouciance de certains jeunes peut pousser à avoir des comportements, comment on dit ça, irresponsables, mais l'avortement, c'est pas la chose, c'est pas la solution. Pas la solution. C'est pas la solution. Et justement, parce que c'est un sujet que tu abordes dans le livre, on va sortir par là. Aujourd'hui, tu permets qu'on le dise quand même, tu as écrit, tu es mère célibataire. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas chez les mères célibataires? Qu'elles n'ont jamais voulu être mère célibataire. Première chose. Aucune mère célibataire n'a jamais voulu. Aucune mère célibataire n'a voulu être mère célibataire. C'est pas la force des choses. Et comme l'enfant, c'est d'abord l'enfant de la mère, c'est toi qui portes l'enfant. Quand le gars quand vous avez fini de travailler tous les deux et que tu es enceinte, c'est toi qui es enceinte. Et lui, il n'est pas là. C'est toi qu'on voit. Ouais, c'est un qui est gros. Donc, c'est ça. Elles n'ont pas voulu être mères célibataires. Et pour celles qui ont eu un idéal de vie assez particulier, comme moi, je suis née dans une famille où j'avais mon père et ma mère, où j'ai eu mon père et ma mère qui m'ont donné des valeurs. Enfin, la famille, c'est on a un enfant qu'on est marié, pas avant. Donc, on se met en couple, on se marie avant de faire des enfants. C'est pas l'inverse. Ou bien c'est l'autre. Voilà. Dès que tu fais autrement, c'est que tu es hors norme. Donc, pour moi, c'était déjà quelque chose d'extrêmement difficile à gérer, difficile à accepter. Tellement difficile à accepter que je me suis retrouvée en train de, en guillemets, forcer l'attention d'un homme parce que je n'admettais pas que je devrais peut-être élever mes enfants. Voilà, tu vois. Je n'admettais pas que je devrais élever mes enfants toute seule. Enfin, d'abord, ma première, ça passait encore. Et puis après, la deuxième, non, mais c'est à la deuxième que j'ai compris que j'allais tout droit dans le mur. Enfin, que je continuais à forcer quelque chose qui n'allait jamais exister, quoi. Ouais. Et je me faisais plus de mal. Et je faisais plus de mal à mes enfants qu'autre chose. J'étais tellement concentrée à vouloir bien faire les choses, à faire en sorte que la personne soit présente dans leur vie, à faire en sorte qu'elle n'ait pas... Je culpabilisais qu'elle n'ait pas de papa. Le papa, oui. Le papa que moi j'ai eu, qui était un papa, mais super, un papa poule, je culpabilisais de n'avoir pas donné les mêmes conditions de naissance à mes enfants. Et c'est un poids qui a failli m'écraser, quoi. Ah oui. C'est un poids qui a failli m'écraser au point où le jour où j'ai failli, j'ai eu un malaise qui m'a complètement mise KO, que j'ai vu la réaction de mes enfants, j'ai vu la réaction de ma fille. J'ai dit là, j'ai dit mais ça s'arrête là, quoi. Et quand même, c'est une grosse partie de ton livre. J'aimerais qu'on finisse avec cette question-là. Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu as envie de dire aux mères célibataires
qui manquent de force, pour leur donner de la force. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ta caméra, elle est là. D'accord. Je dis déjà que vous êtes des héroïnes. Vous êtes des héroïnes. Les mamans en général, hein, célibataires, pas célibataires, toutes les mamans sont des héroïnes. Parce que ce qu'une mère fait pour le bien-être de son enfant, il n'y a qu'une autre mère qui peut comprendre dans sa chair ce qu'elle endure, ce qu'elle supporte, pour pouvoir subvenir émotionnellement, physiquement et même financièrement aux besoins de son enfant. Donc, soyez fiers de vous. Aimez-vous, parce que personne d'autre ne viendra vous aimer mieux que vous-même. Aimez-vous pour qu'on puisse vous aimer. Parce que l'idéal, c'est d'être bien entouré, c'est d'avoir un conjoint qui est à vos côtés, qui vous soutient. Mais soyez la première personne à vous valoriser, avant qu'on ne vous valorise. Soyez la première personne à vous valoriser. Et soyez l'exemple que vos enfants aimeraient présenter demain à leurs camarades, à leurs amis. Je suis fière de ma maman. Ma maman fait ci, maman fait ça. Lourd. Trop forte pour être brisée. J'ai beaucoup aimé le lire. Hein. J'avais quelques réticences au début et après quand j'ai commencé, je me suis laissé emporter. Et tu abordes plusieurs sujets, plusieurs notions. On n'a pas beaucoup tiré là-dessus parce que c'était une volonté, il faut découvrir dans le livre. La relation que tu as entretenue avec Monsieur X, Monsieur M. Bref, vous découvrez dans le livre une relation riche en émotions, la force de caractère que tu développes en tant que mère célibataire. Donc vraiment, les mères célibataires, tu as dit quelque chose de très profond. Personne ne veut être mère célibataire. Non, les conditions de la vie mènent. De toute façon, il faut être deux. Il faut être deux, il faut que les deux aient envie d'être à deux. C'est ça. Donc vraiment, gros respect pour avoir lu. Et même l'enfant sauveur, responsabilité. Donc on a toute une trame, on comprend que les blessures qu'on a, les blessures émotionnelles que certains adultes ont aujourd'hui, ça revient de certaines actes que les parents posaient lorsqu'ils étaient beaucoup plus jeunes. Et les blessures émotionnelles aujourd'hui sont en train de devenir un cas de santé publique. Là. Oui, tout à fait. Dans l'équipe, moi je recommande vivement, vous le mettez dans le premier commentaire, dans la description de la vidéo. On va encore inviter Erika, parce qu'il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder dans ce livre, mais il faut de temps, le temps. On est obligé d'abréger là. Vraiment, merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour les boissons. Parce que ce volet-là, on va l'aborder. Ton volet business. On va faire un podcast uniquement pour ton volet business. Exactement. Il y a trop à dire. Trop. Donc, vraiment, merci pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et surtout, le livre est disponible en description ou dans le premier commentaire de la vidéo. C'était Valérie Bélias et Erika Photo sur le podcast de l'écrivain. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Minakano. Plume d'élite, le programme des éditions Argent Livre qui transforme votre rêve en réalité. En 28 jours, nous vous accompagnons pour écrire votre livre, puis nous assurons l'édition et la communication. Rejoignez-nous et partagez votre histoire avec le monde. Rendez-vous sur argentlivre.com.